Allez, je propose qu'on démarre, Vincent. On a 4 minutes de retard. On a 4 minutes. On est à Montpellier, mais on n'est pas là pour rigoler. Hein. C'est pour vous laisser le soin, le plaisir de vous installer, de vous dire on va passer une sacrée journée. Allez, top départ sur cette 4e édition de Cultive ta data, Gaël. Déjà la 4e, et à chaque fois, un niveau quantitatif et qualitatif également qui augmente. Une question, Cultive ta data et rester Cultive ta data. C'est pas Cultive ton IA. Non, alors c'est pas Cultive ton IA, même s'il y en a un certain nombre qui viennent pour parler d'IA. Ce qu'on souhaite faire avec cette édition, c'est toujours parler de ce qui nous intéresse. Hein, c'est le socle, c'est la data, puisque c'est la data qui permet d'alimenter les IA. Et sans data, il n'y a pas d'IA. Pour autant, oui, on va parler d'IA. Et d'ailleurs, même dans le titre, on avait marqué Cultive ta data et, entre parenthèses, et ton IA. Le deuxième sujet existe, à condition que le premier soit bien traité. Et c'est vraiment l'enjeu de cette journée, cette 4e édition aujourd'hui au domaine de Verchamp. Vous êtes très nombreux aujourd'hui présents, mais peut-être vous dites-vous à cette heure-ci, bon, en fait, qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais là au sens, j'ai répondu à une invitation, j'ai répondu à l'invitation des partenaires de Cultive ta data, et ils sont nombreux à s'être mobilisés cette année, mais quand même, qu'est-ce que je fais là, sitôt ce matin à Verchamp ? Alors ça, c'est une bonne question, et je pense qu'on va pouvoir enchaîner. Alors, c'est pas moi qui vais parler, hein, et l'année dernière, vous aviez vu quelques petites choses assez sympathique. Ben, cette année, on a souhaité toujours, sur notre petit ton humoristique, vous partager un contenu qui peut-être vous parlera. Je l'espère pas trop. Et Yann, tu peux... La pépite de Data Sulting. Bienvenue à tous dans cette réunion et merci d'avoir répondu présent. À ce propos, je m'aperçois que je ne sais pas pourquoi nous sommes ici. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ? Oui, moi je peux aller me renseigner si vous voulez, monsieur Ranu. Oui, très bien, excellente idée, Nicole. Comme ça, on saura pourquoi nous parlons de data. Monsieur Ranu ! Monsieur Ranu ! Oui, bon, Nicole. j'ai mené mon enquête. Il semblerait que nous ne savons pas du tout à quoi sert la data. Quoi ? Et plus grave encore, apparemment, nous n'avons pas vraiment de données exploitables. Mais enfin, Nicole, c'est impossible, ça fait 30 ans que je travaille ici, je m'en serais aperçu si nous n'avions pas de Ce que données. je propose, c'est de faire une réunion pour comprendre où sont nos données et qui est censé s'en occuper. Ok. Je suis désolé. Bienvenue dans cette réunion pour savoir qui s'occupe des données dans cette entreprise. Et d'ailleurs, quitte à se poser la question, est-ce que quelqu'un sait où se trouvent nos données dans cette entreprise ? Pas bête, il faut aller enquêter. Oui. Monsieur Ranu ! Monsieur Ranu ! Oui, quoi ? Oh, je suis désolé, j'ai une très mauvaise nouvelle. Encore ? J'ai enquêté, j'ai interrogé le service IT, les métiers, les experts data et personne ne sait vraiment où sont stockées nos données. Oh Et merde ! pire encore, personne n'est d'accord sur la définition de ce qu'est une donnée. Mais enfin, Nicole, c'est impossible, ça fait 30 ans que je travaille ici, je sais ce que c'est qu'une donnée quand même. On va faire une réunion. Ok. Je suis désolé. Bon, apparemment, aucune de nos équipes ne parle le même langage en matière de data. Et d'ailleurs, quitte à se poser la question, est-ce que quelqu'un sait ce que fait le data scientist vraiment ? Ah oui, carrément. Bon, bah allez, enquêtez. Monsieur Ranu, je suis désolé, j'ai une très mauvaise nouvelle. Encore ? J'ai interrogé tous les services et en fait, personne ne sait ce que fait le data scientist ici. Mais enfin, Nicole, c'est impossible, ça fait 17 ans que je fais des tableaux de bord, à ce point, je saurais. Ok, on va faire une réunion. Ok. Je suis désolé. Bon, manifestement, on ne comprend rien à la data. Et pire encore, il semblerait même que nos rapports Power BI ne veulent plus rien dire. Je comprends rien, Nicole, allez vous renseigner. Monsieur Ranu ! Oui. Je me suis renseigné et c'est horrible. Encore ? C'est même encore pire que ce qu'on pensait. Nos rapports Power BI sont générés par des algorithmes qui ne savent même plus pourquoi ils existent. Oh, merde. Ils produisent des chiffres juste pour donner l'illusion que tout va bien. Mais enfin, Nicole, c'est impossible, ça fait 17 ans que j'utilise nos indicateurs, nos fameux KPI. Les dashboards sont devenus fous, ils s'affichent des KPI imaginaires. Écoutez, Nicole, pas de panique, on va faire comme si on ne s'était jamais posé de questions et tout se Mais passera comment on va bien. faire concrètement ? On va faire comme si tout fonctionnait parfaitement ? On va faire exactement pareil qu'avant. On va mettre des chiffres dans des tableaux Excel. Alors réunion ! Ok. Je suis désolé. Et donc, si on indexe les data pipelines en année 8 avec les coefficients de machine learning pondérés par le ratio de turnover, on obtient le nombre d'or. Ça fait sens, non ? Eh bien, à présent, allons manger à la cantine. Bienvenue, non pas à cette réunion, mais bienvenue à Cultive ta data. C'est une pépite que vous nous réservez à chaque fois. Bravo, bravo à toi et à toute l'équipe de Data Sulting pour avoir imaginé cette séance de créativité. Ça se termine en général, cette émission culte qui passait sur Canal. Exactement. Alors, 20 on ans. n'a rien inventé. Hein. Ça existait sur Canal+. Pour ceux qui connaissent, c'était les messages à caractère informatif. Donc, nous rendons hommage à Canal+, pour cette merveilleuse série qui continue à tourner, que vous pouvez aller voir sur YouTube d'ailleurs, avec plein de petits cas comme ça, où ils ont détourné des choses de l'INA avec une voix off derrière. Et ça se terminait avec la phrase culte « c'est vraiment intéressant ». Exactement. Alors, être à Cultive Data, vous allez voir, c'est vraiment intéressant, à condition d'entendre les bons messages à caractère informatif. Camille, rejoins Gaël sur scène, parce que vous allez justement nous passer des messages sur le cadre, finalement, macro,
de la data et de l'IA. À vous. Merci Vincent. Exactement. Et bonjour à tous. Gaël, on rigole, mais on rigole un peu jaune des fois parce qu'on peut se reconnaître dans certaines de ces situations. Gaël, toi qui as la chance de parler avec beaucoup d'entreprises de notre belle région, quelles sont les questions qu'elles se sont posées cette année ? Alors, ce qui est intéressant, on l'a vu en souriant avec les questions que se pose cette entreprise. J'espère que vous ne posez pas tout à fait les mêmes. Mais malgré tout, je pense que derrière certains clins d'œil, il y a peut-être quelques vérités. Et donc, le sujet de l'exploitation des données, c'est un sujet qui revient souvent. Souvent, je vois des chefs d'entreprise qui disent « Bon, moi, j'ai des données dans tous les sens, mais sont-elles réellement exploitables ? Et comment faire pour qu'elles soient exploitables et pour générer de la performance de mon activité ? Est-ce qu'on valorise du coup vraiment ces données ? Est-ce que je peux faire de l'IA aujourd'hui ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est pour moi ? Et si oui, comment je m'y prends ? Parce qu'aujourd'hui, je vois plein de choses. Il y a des vendeurs de miracles, il y a des vendeurs de magie. On va tout révolutionner avec l'IA. Vous allez changer tous vos processus. Vous pourrez être presque solo-entrepreneur grâce à l'IA. Bon, est-ce que c'est un vrai sujet ? D'ailleurs, est-ce que vos problématiques nécessitent de l'IA ou pas ? Est-ce que ma boîte va être plus performante en exploitant mieux cette donnée ? Et puis au final, il y a toujours plein de questions autour de la gouvernance. Mais dans ma boîte, qui fait quoi ? Qui gère vraiment cette gouvernance de la donnée ? Comment on organise tout ça ? Comment on fait en sorte que chaque collaborateur ne se fasse pas son petit truc dans son coin et que ça parte un petit peu dans tous les sens ? Et puis comment les sensibiliser, ces collaborateurs ? D'ailleurs, est-ce que c'est juste les collaborateurs qu'il faut sensibiliser ou est-ce que c'est mon codir ? Parce qu'en fait, il y a aussi un effet impact par rebond. Et puis le sujet de l'humain. Et au final, c'est quoi notre place dans tout ça ? Donc, ce que je vous propose de faire, c'est que dans cette journée, on va aborder tous ces sujets. Et je propose qu'on l'aborde, on commence à l'aborder avec Camille dès maintenant, à l'aide des chiffres de notre observatoire, parce que pour certains qui le savent et d'autres qui ne le savent pas, on tient un observatoire qui s'appelle l'Observatoire de la maturité data des entreprises, qui est accessible sur observatoire-data.fr, c'est le moment pub. Mais au-delà du côté pub, c'est vraiment l'outil permet de s'auto-diagnostiquer, de voir où on en est en termes de maturité dans l'exploitation de ces données. Et puis ensuite, on fait une enquête chaque année et on va vous partager quelques chiffres de l'édition 2024. Donc, je propose qu'on commence par le premier. Oui, le premier chiffre de cet observatoire, c'est 88%. 88% des dirigeants de PME et ETI sont convaincus que la data peut les aider à booster leur activité. 88%. Pourtant, aujourd'hui, ce ne sont que 22% qui déclarent être en mesure d'exploiter correctement leurs données. Wow, donc on voit qu'il y a des obstacles certainement sur le chemin. Ça fait mal. Et ça fait mal pourquoi ? Parce qu'il y a des obstacles. Et en fait, si c'était facile, tout le monde le ferait. Et puis, quand on dit que c'est facile, au final, c'est peut-être qu'il y a un sujet derrière. Parce que ceux qui me disent que c'est facile, je regarde ce qui est fait dans la vraie vie. Et c'est pas toujours si évident. Pourquoi ? Parce qu'il y a un premier sujet qui est souvent remonté, c'est qu'il y a un problème de qualité des données. Et là, dans l'enquête, en fait, ce que l'enquête révèle, c'est que la qualité des données est un vrai frein pour beaucoup d'entreprises. Il y en a beaucoup qui disent que voilà, je ne sais pas si ces données sont exploitables. Je vais vous donner un petit exemple très concret. Quand on parle de la marge, demandez à un DAF, à un directeur commercial et peut-être le DG de la boîte, chacun aura sa définition et puis chacun va dire « oui, mais c'est pas tout à fait ça parce que la donnée elle vient de tel logiciel et je suis pas sûr de ton… » Donc ça, je pense que ça vous parle, peut-être pour d'autres cas de figure. Ensuite, on a un sujet sur la sécurité des données. Mais où est-ce qu'elles vont, ces données ? Est-ce que les données qu'on partage, il y a de la donnée personnelle, il y a de la donnée avec des enjeux stratégiques pour l'entreprise. Comment est-ce que tout ça est sécurisé ? Est-ce que mes collaborateurs, et je vais vous donner l'exemple de l'IA, qui utilisent ChatGPT, ont bien conscience que quand ils mettent une fiche de salaire pour faire un comparatif sur je ne sais quoi, ou sur des CV de personnes, est-ce qu'ils ont bien conscience que ces données, c'est des données personnelles, et que derrière, ça va se retrouver sur la toile potentiellement. En tout cas, c'est travaillé par un acteur qui est aux États-Unis. Et au ce moment, les États-Unis, je ne sais pas si on peut avoir une confiance absolue dans ce qui peut être fait sur le traitement de nos données. Et puis, il y a également un chiffre important qui est que 44% des entreprises qui ont répondu disent qu'elles ont du mal à embarquer l'ensemble de l'entreprise sur les projets data. C'est bien souvent des projets d'équipe, mais après, quand il s'agit d'embarquer l'équipe, l'ensemble de l'entreprise, là aussi, on rencontre des difficultés. L'IT pour sensibiliser les métiers pour parler avec l'IT. La direction financière pour arriver à avoir ce fameux sujet de marge et comment on calcule la marge en parlant avec l'IT et les métiers. Donc ça, c'est des vrais enjeux. Il y a un sujet qui est important aussi qui est lié à ça et que tu commences à évoquer, c'est celui de la gouvernance. Et la gouvernance est souvent traitée trop tard dans vos projets, dans votre cheminement data. Et IA aussi, ça marche aussi. Je vais prendre un exemple que tu aimes bien, Gaël, c'est celui de demain, vous allez ouvrir un restaurant. Vous allez définir qui va en cuisine, qui va au... Oh, c'est moi ? Non ?
Désolée. Donc vous allez définir qui va en cuisine dans votre restaurant, qui va au service, qui va encaisser aussi le client. Ça vous paraît logique, hein? Si vous ne le faites pas, vous allez avoir un problème avec votre restaurant. Ben, c'est pareil pour la gouvernance des données. D'accord? Vous allez définir qui fait quoi, sinon à un moment donné, vous allez avoir un problème. À un moment donné, on va avoir un problème avec la donnée. Et donc, il y a forcément autour de ces sujets, donc là on a parlé des freins, on a parlé des enjeux. Forcément, en ce moment, tout le monde se dit, oui, bon, ok, les freins, mais moi j'ai envie d'y aller, je suis enthousiaste, l'IA c'est pour moi, mes données, elles valent de l'or, j'en suis sûr, il faut qu'on y aille, on a vu, 88% sont convaincus. Mais au final, est-ce que c'est fait pour moi? Donc il y a quand même des sujets autour de la qualité des données, parce qu'au final, quand on veut exploiter la donnée, il faut se dire tout ce qui est garbage in, garbage out, hein, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, si vous avez des données qui sont inexploitables en entrée, vous allez ressortir des usages qui seront faux, qui seront inexploitables, des décisions mal prises, parce que les données au départ auront mal été exploitées. Pour autant, aujourd'hui, avec l'IA générative notamment, on voit qu'il y a des usages, par exemple sortir un article se basant sur des textes qui proviennent du web, etc. Il y a plein de choses qu'on peut faire sans avoir besoin d'exploiter des données propres en entier, en tout cas les nôtres, celles de l'entreprise. Par contre, dès qu'il s'agit de travailler sur ces données d'entreprise, là, vous allez avoir besoin de structurer vos données. Donc l'IA peut faire plein de choses très bien. Par exemple, faire un compte-rendu de réunion de cette journée. Ça le fera très bien. On enregistre le vocal. Vous aurez des choses sympas derrière, quitte à faire un bon prompt. Par contre, ça, c'est un vrai sujet. Mais par contre, dès que vous allez commencer à travailler sur les données de votre entreprise, par exemple, toute votre documentation interne, votre base de connaissances, là, vous avez intérêt à vous assurer que la donnée en entrée, elle est qualitative et exploitable pour ne pas partir sur des usages qui partiraient de travers. Donc là, j'avais juste un chiffre, hein. 43% des entreprises qui ont répondu à l'enquête comptent déclencher des projets d'IA en 2025. Bon, je ne sais pas si c'est votre cas. Est-ce qu'il y en a qui ont commencé à... Je ne sais pas, juste pour lever la main, là, qui a lancé des projets cette année en IA? Allez, je dirais un tiers de la salle. Je ne suis pas trop dans la stat, là, mais allez, on va dire un tiers. Alors, Gaël, on a parlé data, on a parlé IA, c'est très bien, c'est des technos. Mais je tiens quand même à rappeler que c'est l'humain qui porte toutes nos organisations et ce sont vos collaborateurs et vos clients qui vont utiliser et être les bénéficiaires de tous ces outils et tous ces technos. Oui, alors du coup tu me fais rebondir là-dessus. Nous, chez Datasulting, on est convaincus que c'est l'humain en premier et que l'IA n'est qu'un outil en fait. Et on parle de Google. Aujourd'hui, Google n'a pas remplacé les humains, enfin je l'espère. L'IA va changer beaucoup de choses et surtout dans la manière dont on l'utilise dans son quotidien. Pour autant, ce qu'il faut voir, c'est que pour moi, la première source et la première ressource qui est importante, c'est bien les personnes de l'entreprise. Alors je parle de l'entreprise, je ne vais pas parler de la société, parce que là on pourrait créer des débats autour du sujet. Et donc aujourd'hui, typiquement, on a à peu près 50% de la population de répondants qui nous dit sensibiliser ses collaborateurs. Et quand on parle de sensibilisation, on parle de formation, on parle d'embarquer dans des sujets, de commencer à faire des usages, preuves de concept, etc. Donc, on embarque progressivement l'entreprise. Et pour nous, c'est vraiment comment j'essaye d'embarquer le plus de monde possible. Ce n'est pas qu'un sujet de codir ou un sujet de personnes qui pensent pour les autres. C'est que tout le monde doit être embarqué dans l'aventure. Il ne faut pas qu'il y en a qui soient en marge de ce changement radical qu'on est en train de vivre en ce moment. Et donc, du coup, Camille, j'aimerais te poser la question, comment on fait pour s'évaluer, pour évaluer cette maturité et de voir comment sensibiliser l'humain au final? Alors, comment faire pour s'évaluer? Déjà, vous pouvez aller sur le site de l'Observatoire pour évaluer votre maturité data et IA. Et après, comment avancer sur ce chemin de maturité? Donc ça, c'est une grande question à laquelle j'aurais du mal à répondre là en 2 minutes. Mais là, sur la journée, vous allez trouver un certain nombre d'éléments de réponse à cette question. Ce qui ressort en tout cas pour savoir où en sont les PME ETI, l'Observatoire nous permet de faire émerger 5 profils types d'entreprises selon leur niveau de maturité, du très novice qui lui commence juste à se poser des questions. Donc aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'entreprises qui sont dans ce cas-là. Je ne sais plus si on a les chiffres derrière. On a les chiffres. Voilà, on a les chiffres. Jusqu'au producteur, donc, qui est lui très avancé. Pareil, aujourd'hui, encore peu de PME ETI qui se déclarent être très avancés sur leur chemin de maturité. Et on voit qu'on a les 3 profils centraux qui, eux, vont regrouper le gros des PME ETI aujourd'hui, donc avec des entreprises qui commencent à expérimenter des outils, que ce soit data ou IA, d'autres qui ont commencé à construire leur stratégie, mettre en place certaines choses, et d'autres plus avancés qui ont vraiment travaillé à embarquer leurs équipes, leur gouvernance, etc., etc.
Et ce que je vous inviterai à faire aujourd'hui, mais comme on le fait chaque année, c'est d'imaginer où vous en êtes aujourd'hui. Est-ce que vous êtes dans la catégorie novice, apprenti, jardinier, et de voir si à la fin de la journée, ne serait-ce que ce que vous aurez vu aujourd'hui vous aura permis de cheminer et peut-être de projeter des actions pour changer d'étape et de dire comment je fais pour passer d'apprenti à jardinier ou de jardinier à cultivateur. C'est marrant parce que j'ai vu certaines personnes qui sont venues il y a 3-4 ans et qui ont bien identifié où ils étaient et ils disent nous on est passé, c'est marrant parce qu'on identifie où on en était et comment on a évolué. Donc c'est aussi sympa d'arriver à se projeter, potentiellement de projeter une vision, non pas de trucs techno mais plutôt de cultivateur de quelque chose dans son entreprise, de planter les petites graines et de voir si ça pousse bien. Donc aujourd'hui, alors pour rebondir sur ce sujet, pour répondre à toutes ces questions, bien entendu que ces sujets ils vont être abordés pendant les ateliers que vous allez voir. Donc n'hésitez pas à regarder à nouveau le programme, on va le repartager après. Regardez s'il y a des sujets qui vous concernent plus que d'autres. Dans tous les cas, normalement, on devrait traiter à peu près toutes les thématiques qu'on vient aborder dans ce questionnement. Et je pense que chacun en aura pour son argent, ou en tout cas pour son temps, puisque le temps, ça peut être potentiellement un petit peu d'argent, surtout pour... Non, bref. Je sais pas où j'allais là. Il y a un peu de ça en général. Exactement. Dans la vie. Disons que ça devient un moyen pour accomplir quelque chose. Exactement. Un grand merci Camille, merci Gaël pour avoir apporté ces éclairages, ces points de vue. Il y a des choses qui bougent. Et ce qu'on a envie aujourd'hui, c'est que chacun de vous bouge grâce à Cultive ta Data, vous mettre en chemin sur ces thématiques de la data et de l'IA. Et pour y parvenir, rien de tel que de se dire tout de suite, maintenant, où est-ce que vous en êtes? Alors, on va oser quelque chose, parce que la data, on a compris, il faut oser y aller. Il y a un pas à franchir. Mais alors, on va oser faire quelque chose, c'est vous poser la question, vous serez satisfait à la fin de la journée, 18h15, si 3 petits points. Et ce que l'on vous propose, on ne l'a jamais fait, je crois, à Cultive ta Data. Non, c'est la première. C'est la première. Il faut à chaque fois des premières. Et on en trouve des premières. Ce qu'on vous propose, vous ne connaissez pas forcément votre voisin, ce n'est pas le sujet. Vous mettez à 2, vous mettez à 3. Pendant une bonne minute, vous échangez comme ça sur le fait, l'idée que vous faites de votre satisfaction à la fin de la journée. Vous serez satisfait si. Juste une phrase. Et derrière ça, en fait, on va vous proposer de mettre sur... via une appli que tu vas on va afficher tout de suite derrière, un petit QR code. de mettre votre réponse. Il y a 2 bonnes raisons de le faire. Il y en a une première, c'est que vous allez ancrer vraiment l'idée que vous vous faites de votre satisfaction à la fin de la journée. Et le relief par rapport à la fin de la journée sera très intéressant. Mais ancrez cette idée-là, tapez-la. La deuxième bonne raison, et on ne va pas le cacher, on va collecter de la data sur vos attentes, là, en début de journée, par rapport au programme. Il me met la pression, là. Mais non, mais c'est vrai. Et on va l'analyser. On va se dire, tiens, finalement, entre le début et la fin, qu'est-ce qui a pu se passer en termes de cheminement de chacun de vous sur le terrain de la data et de l'IA. Top départ, 1 minute, discuter. Donc, échanger avec vos voisins, c'est tout l'intérêt. Vous serez satisfait ce soir, si. Donc, sortez vos smartphones aussi pour prendre en photo ce QR code. J'aime bien ça. C'est génial, on dirait une ruche. Nous sommes dans une ruche, Gaël. Slido.com, vous avez le QR code, vous avez les numéros si jamais vous êtes un petit peu loin vu la taille de la salle pour flasher. Produisez vos idées. Alors ça y est, ça a commencé. Certains ont commencé à partager leurs idées. Des use cases appliqués à mon quotidien, des tips concrets. Le fait de bien manger, ne vous inquiétez pas là-dessus, c'est prévu. On voit que vous voulez repartir avec du concret. Il y a des idées qui fusent. Moi, j'ai pas le temps, je suis pas une IA. Je sais pas toi, Vincent. Ah, les cas d'usage. Il y a des... Nourrir les cas d'usage. Vous voyez, le fait que vous disiez, OK, pour l'instant, je vois quel est mon degré de satisfaction attendu pour la fin de la journée. On parle de sécurité des données.
Parfait. Allez, je propose que les dernières questions arrivent, enfin les derniers sujets, puis ensuite on va reprendre le fil de notre échange. Vous pourrez reparler après pendant la pause tout à l'heure. Le Slido va rester ouvert quelques instants. On va enchaîner en termes de slides derrière. Merci de le faire pour vous et pour nous également. Hop. Je sens qu'il y en a certains qui font de l'autopromo là. Parfait. Dans ce site du domaine de Verchamp, vous aurez sûrement besoin de vous connecter à Internet ou ci ou ça. Le réseau, le mot de passe, ils sont affichés ici et là. Notez-les, vous allez pouvoir les utiliser durant toute la journée. La question que l'on se pose, c'est pourquoi on est là. Je pense qu'on en sait chacun un petit peu plus. Mais vous pouvez également vous poser la question, mais qui est dans cette salle bondée du domaine de Verchamp? C'est un sujet vraiment intéressant et chaque année, on sent qu'il y a des choses qui restent, il y a des choses qui évoluent. Gaël. Tout à fait. Alors, ce qu'on peut voir, ce qui est intéressant dans les profils, alors après j'ai quelques chiffres que je vous partagerai. On avait dit ce qui est intéressant, c'est que ça a déclenché des discussions. On avait dit juste une bonne minute. On voulait de la convivialité, on l'a eu. Bon, après, il faut qu'on reprenne le contrôle. Retour au pilotage. Merci. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette salle, en fait, vous allez le voir, vous avez autant des grosses structures locales. Alors, il y a des personnes de chez Royal Calin, de la Mutuelle des Motards, on a des gens d'Union Matériaux. Mais on a aussi des plus petites structures, des PME, voire même des TPE qui sont là aujourd'hui. Et donc, tout le monde vient chercher le même type d'information. Par contre, vous n'aurez peut-être pas tous le même niveau de maturité et vous n'aurez peut-être pas tous la même structure organisationnelle qui vous permettra d'activer ou pas des usages. Mais ce qui est intéressant, c'est que normalement, tout le monde devrait pouvoir trouver ce qu'il vient chercher. Donc, moi, ce que je trouve sympathique aussi, c'est que je commence à avoir des gens qui viennent d'un peu plus loin. Donc, j'ai quelques personnes qui m'ont fait le plaisir de venir de Roanne. Il y en a qui viennent de Chambéry, de Paris. J'ai des Lyonnais. Après, désolé, je n'ai pas noté toutes les destinations. Je ne les ai pas en tête, mais en tout cas, voilà, Cultive ta data, un sujet à Montpellier peut attirer des gens d'un peu plus loin parce que le sujet intéresse. Alors, quelques chiffres aujourd'hui. Alors, on a dépassé notre quota. On avait dit normalement on devait être 250, bon, on est 300, ça devrait le faire. Il va falloir qu'on en élimine certains avant la fin de la journée. C'est pour le cocktail, parce que sinon on n'aura pas assez de bouche. On a 170 entreprises qui sont représentées. Et encore une fois, en termes de diversité de population, voilà, c'est pas une journée de geeks. Alors, il y a peut-être des geeks, je veux pas être. Mais on a une bonne représentativité. On a des publics de la finance, on a des publics de direction générale de PME, voire de TI. On a des personnes de services informatiques, des DSI. Et puis, on a des fonctions data IA qui sont pas mal représentées cette année. Et des fonctions transverses, parce que tout le monde s'intéresse à ce sujet. Et ça, c'est plutôt le côté sympa, parce que c'est ce qu'on cherche à faire. C'est de ne pas rester dans un public uniquement d'aficionados de la data. On est vraiment dans cette démarche, finalement, de traduction des enjeux, des manières d'opérer. Exactement. Et c'est la finalité de la mobilisation des partenaires qui vont se présenter tout à l'heure. À propos de cas d'usage, on l'a vu très clairement dans les attentes. On s'y attendait un petit peu, mais c'est vraiment confirmé. Eh bien, je vais inviter nos 4 intervenants d'une table ronde à venir. Et si on les a invités, c'est parce que, justement, ils vont nous raconter l'histoire de leur engagement dans les thématiques de data d'IA, ce qui a fait qu'il y a une petite lumière qui s'est allumée et qu'ils ont mis en œuvre des projets. J'invite à nous rejoindre sur scène Yannick Chaz, il est cofondateur de Sweep, Stéphane Campion, il est responsable des relations externes data et IA chez France Travail, Alix Roumaniac, président du Prédict, un voisin, Simon Bastide, data scientist et docteur en biomécanique chez ErgoSanté. Bienvenue sur la scène de Cultive ta data. On peut les applaudir, ça leur fera plaisir. Ouais, très bien. Je le disais à l'instant, l'enjeu de votre mobilisation, et merci d'avoir répondu à l'invitation de Gaël pour le faire, c'est que vous racontiez vos histoires, votre vécu, ce qu'il y a eu dans votre vie d'entrepreneur dans ces différentes thématiques-là. 4 univers radicalement différents, c'est un vrai choix également. C'est fait en fait pour que vous-même vous disiez, tiens, dans leur univers, il s'est passé ça. Dans mon univers, qu'est-ce qui peut se passer? Commençons avec une activité typiquement industrielle, ErgoSanté. ErgoSanté est à Anduze. ErgoSanté, c'est une entreprise en fait, qui fabrique des produits pour le bien-être des gens au travail, pour alléger les postures. Ce sont des exosquelettes sans moteur passif, des mobiliers également pour l'ergonomie en fait, sur le poste de travail. Et on va se concentrer sur les exosquelettes, et en l'occurrence, il s'appelle HAPO, H-A-P-O. Simon est data scientist et docteur en biomécanique.
vous pourriez vous dire, mais dans une entreprise industrielle, qu'est-ce que ça vient faire? Chez ErgoSanté, c'est une ressource précieuse, et vous êtes deux dans ces métiers-là, d'ailleurs, car en amont de la conception et de la fabrication, il s'agissait de collecter de la data, en fait. Et c'est devenu une appli qui s'appelle Léa, une appli mise en œuvre par Simon et son collègue. Le fait d'avoir aujourd'hui Léa qui existe, et c'est une appli que vous pouvez télécharger, hein, on a essayé tout à l'heure, ça marche très bien. Qu'est-ce qui a déclenché le fait d'aller un peu plus loin que le périmètre industriel d'ErgoSanté pour se mettre à la data et l'IA? C'est quoi l'étincelle de départ? Avec un micro, ce sera beaucoup mieux. En fait, donc à ErgoSanté, on est spécialiste de solutions ergonomiques. Donc on essaie de couvrir tout le champ des solutions ergonomiques. Et une des lacunes qu'on a identifiées dans l'ergonomie, c'est la difficulté de mesurer les problèmes ergonomiques. Quand on arrive dans une entreprise, on a du mal parfois à savoir qui a des problèmes ergonomiques, qui a des risques de se faire mal au dos, aux épaules, etc. Et donc nous, on avait les solutions, mais on avait des problèmes de diagnostic. Et donc on s'est dit, pourquoi pas développer une application qui permet de faire ça facilement. Et donc c'est la genèse d'Apolea, c'est ça, c'est faire une application, donc au moyen d'une simple vidéo et d'un smartphone, on est capable de, en filmant quelqu'un, de dire cette personne-là, elle prend des risques pour son dos, pour ses épaules, etc. Ça sert à qui? Ça sert aux personnes qui sont intéressées par l'ergonomie, principalement, donc les ergonomes, les médecins du travail, toutes les personnes dans une entreprise qui peuvent être concernées par les problèmes de santé au travail. Ça sert aux particuliers aussi. Souvent, on a des cas d'usage de personnes qui sont auto-entrepreneurs, donc indépendantes, et qui ont besoin de savoir si elles prennent des risques ou pas pour leur santé. Donc elles peuvent très bien demander à un collègue de les filmer, et elles ont un rapport ensuite sur leur posture, etc. Et ça sert à nous aussi, puisque nous, ça nous permet de récolter de la donnée sur l'ergonomie en général, et donc de mieux comprendre aussi le domaine dans lequel on évolue. On parlera dans un instant de ce en quoi cet engagement Data IA transforme aussi l'entreprise ErgoSanté, parce qu'il y a des phénomènes de transformation interne qui sont vraiment majeurs. Avec France Travail et Stéphane, on est dans une organisation énorme, un établissement public à caractère administratif, ok, sous la tutelle d'un ministère, le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités, une vocation, un service de retour à l'emploi. C'est la finalité de France Travail. Alors, les paramètres de l'équation sont quand même assez complexes et énormes. Plus de 5 millions 738 000 personnes inscrites à télétravail, 2,6 millions d'entreprises dont 54% ont au moins un salarié, donc ils sont à même d'embaucher, 55 000 collaborateurs chez France Travail et un peu plus de 6 000 qui sont spécifiquement dédiés à la relation avec les entreprises. C'est simplifié sûrement l'équation, mais elle est là. Ça existe depuis des années, des décennies. France Travail, Pôle emploi, la NPE. Qu'est-ce qui a provoqué le début d'un vrai projet data et IA chez France Travail? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors déjà, je suis ravi d'être avec vous pour la première fois. Merci pour l'invitation. Par rapport à ta question, le premier élément à avoir en tête, c'est que ce n'est pas nouveau. Ça fait une dizaine d'années, bien évidemment, que l'opérateur Pôle emploi, devenu France Travail, s'est intéressé à l'information, comment la manipuler, comment l'utiliser, la stocker, la rendre disponible. Et ça fait aussi une dizaine d'années maintenant qu'on travaille sur les sujets d'intelligence artificielle. Il y a un mot qui a été partagé ce matin qui est important, je pense, mais vous l'avez toutes et tous en tête, c'est s'il n'y a pas de bonnes données, bien évidemment, il n'y aura pas de bonne intelligence artificielle. C'est important de l'avoir en tête. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous entendez beaucoup de choses sur l'IA fait ceci, l'IA fait cela. L'IA repose sur des données. S'il n'y a pas de données, l'IA ne fera pas de magie. Pour répondre à ta question, c'est plus largement, et le mot aussi a été évoqué ce matin, on est dans une transformation. Transformation à plusieurs étapes, avec différents niveaux d'échelle. La vraie transformation, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, on utilise au mieux ce volume d'informations pour permettre déjà de libérer du temps à l'ensemble de nos collaboratrices et collaborateurs chez France Travail. Et ce temps-là, c'est pour le réinvestir sur l'humain. L'humain, ça veut dire être plus proche des demandeuses et demandeurs d'emploi, plus proche des recruteurs. Donc c'est une notion de transformation avec un objectif principal qui est de dire il faut qu'on recentre l'expertise de nos collaboratrices et de nos collaborateurs sur l'humain. Et donc les deux leviers sont l'utilisation de la donnée et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Plus proche, plus vite aussi. Il y a un caractère d'efficience finalement dans le service rendu. Évidemment qu'il y a un caractère d'efficience. On est un opérateur avec des missions de service public, donc qui est financé par vous, par moi. La notion d'efficience, elle n'est pas uniquement rattachée à la notion financière. Elle est aussi rattachée, et c'est le mot important,
le fait d'utiliser l'expertise de nos conseillers et de nos conseillères au profit de l'expertise vers l'humain. C'est ça le sujet, la notion d'efficience, elle est là. Derrière, la notion d'efficience, c'est bien évidemment, et on en parlera beaucoup, je pense, aujourd'hui, c'est ça me fait gagner du temps. Ça peut me faire gagner du temps, ça me libère du temps de tâches administratives, chronophages. Il y en a plusieurs dans vos entreprises, qu'elles soient petites ou plus grosses. Vous avez des tâches, on a des tâches communes qui nous prennent du temps, qui vous prennent du temps, qui prennent du temps à vos collaboratrices et vos collaborateurs, et pendant ce temps-là, ils ne font pas autre chose. Et s'ils ne font pas autre chose, ça veut dire qu'on ne mobilise pas leur expertise, leurs compétences sur ce qu'ils devraient faire. Donc l'un des vrais sujets d'efficience, c'est comment je libère du temps pour me consacrer à ce qui est le plus important pour vous, ce qui est le plus important pour nous, et tout ceci au profit de vos clients ou de vos usagers. Et une vraie transformation interne, managériale, on y reviendra dans un instant également. Troisième univers, celui de Predict. Predict, on pourrait se dire de façon simple, c'est les prévisions météo. Non, c'est beaucoup plus que ça. Predict est né à Montpellier en 2006, bientôt 20 ans, bel âge. Installé donc à Castelnau, juste à côté d'ici. Alix, tu en es le père fondateur, mais autour du berceau, il y avait des grands noms. Il y avait Météo France, il y avait Airbus, DSGO et il y avait BRL. La mission, c'est d'apporter aux usagers des territoires menacés par des risques climatiques. Ça dépasse le sujet de la météo. Leur apporter une assistance intégrée, personnalisée de gestion de ces phénomènes. Des mots qu'on entend régulièrement sur les bulletins météo. Ça s'appelle inondation, tempête, submersion marine, forte chute de neige, la canicule, les vagues de froid, des cyclones et des typhons. Les clients sont divers, ce sont des collectivités, ça va être des entreprises également, ça va être des banquiers, ça va être des assureurs, ça va être aussi des particuliers. Il y a un vrai enjeu de résilience derrière tout cela. Predict a bientôt 20 ans, mais est-ce que cette dimension de la data et de l'IA était présente et aussi présente il y a 20 ans qu'aujourd'hui? Que s'est-il passé durant 20 ans? Alors, merci, bonjour à tous. En fait, comme dans d'autres domaines, je pense qu'on a fait de la data comme le père Jourdain faisait de la prose sans le savoir, et on l'a fait depuis le début parce que, comme tu l'évoquais, travailler sur les risques, ça veut dire analyser en temps réel, et on l'a vu malheureusement ces derniers jours, au kilomètre carré, toutes les minutes, où sont les pluies, où sont les impacts de foudre, où sont les zones inondables, où sont les bâtis, où sont les humains. Envoyer des SMS, ça veut dire qu'il faut avoir 20 millions de numéros de portable de foyers français à qui envoyer des messages. Donc la data, elle est omniprésente depuis le début. Elle a augmenté avec notre taille, c'est-à-dire que quand on travaillait avec 3 communes, il y avait un peu de data. Aujourd'hui, on travaille avec 25 000 communes en France, avec 20 millions de foyers français, avec la terre entière. Et donc le facteur data, il a augmenté, et à un moment donné, on ne peut plus le travailler sans le structurer. Et on en parlera tout à l'heure dans l'évolution de l'entreprise. C'est à mi-parcours, il y a en gros 10 ans. On a dit là maintenant, c'est fini, il faut structurer, il faut organiser, il faut commencer à mettre des process d'IA. Alors l'IA aussi, c'est pas nouveau, hein, je le disais en blaguant, tant pis, je vais donner mon âge. J'ai eu un diplôme d'études nationales DEA national d'hydrologie, diplôme d'études approfondies, qui datait de 1987. Ça ne donne pas ton âge. Hein. Non, ça ne donne pas mon âge. J'étais très en avance, en fait. Et en fait, ça s'appelait « Utilisation de l'intelligence artificielle à la conception des systèmes hydrauliques ». Donc, en fait, c'est des choses qui datent. Et la seule chose, c'est que les choses évoluent. Et aujourd'hui, l'algo, j'avais réfléchi il y a quelques années, on l'a utilisé pour analyser les impacts des conséquences climatiques partout sur la planète en temps réel. Donc, la data, l'IA, elle était là. Et c'est de manière naturelle qu'on s'est mis à la structurer, et surtout de manière indispensable. Mais je redis ce que vous avez dit en intro, ce qui a été dit. On ne peut pas faire de belles choses, de faire des belles propositions si on n'a pas de la qualité de la data. Et aujourd'hui, on entend trop des discours qui, du coup, commencent à dévaloriser les choses en disant avec de l'IA, on peut faire ci, on peut faire ça. Et on a trop de start-up, de personnes qui font des promesses qui ne tiennent pas la route parce que la qualité de la data n'est pas là, et quelque part ça décrédibilise le système. Donc je suis très très heureux de cet événement et de pouvoir travailler. Et qui continue à s'appeler Cultive ta data et ton IA. Gaël, tu connais bien nos 4 intervenants. Je vais passer dans un instant la parole à Yannick, mais juste avant,
Qu'est-ce qui, pour toi, fait la robustesse de ces 3 premiers témoignages sur le terrain de la data et de l'IA? En tout cas, je suis assez content que ce qu'on a dit juste avant, ce n'était pas des conneries. Ça me rassure. On se rejoint sur la qualité des données. Et ça, c'est ce que j'ai entendu quelque part dans les messages. Sur le pensée-usage, en fait, il y a un impact dans tout ce qui est fait. D'un côté, c'est de l'humain. De l'autre côté, c'est aussi de l'humain indirectement, mais il y a un impact changement climatique. Et puis de l'autre côté, on parle de posture de travail. Donc ça me rassure aussi sur le côté vertueux, parce qu'on entend beaucoup parler de data IA, c'est la version Robocop, ça va faire du mal, etc. Là, on sent qu'il y a des usages, en fait, c'est plus dans ce sens-là qu'il faut penser. Il y a des usages qui peuvent servir la collectivité. Et c'est ce qui, quelque part, moi, me résonne dans ce que j'ai pu entendre dans ces 3 témoignages. Merci Gaël. 4e témoignage, un petit peu différent en termes d'angle. C'est celui de Sweep avec Yannick Chasse, qui est l'un des cofondateurs. Alors, les Montpelliérains connaissent vraisemblablement Sweep. Peut-être que ceux qui viennent de Roanne et d'ailleurs le connaissent moins. Mais en tout cas, il y a des acteurs qui connaissent très très bien Sweep. Ils s'appellent par exemple L'Oréal, ils s'appellent QVC, ils s'appellent Lacoste. Et s'ils la connaissent, cette entreprise qui est basée à Montpellier au Royaume-Uni, c'est parce qu'elles l'ont toutes choisie comme leur plateforme de gestion des données de durabilité. C'est une solution SaaS qui a été développée et elle va transformer des données ESG. Vous connaissez cet acronyme? Pour ceux qui ne le connaissent pas, je peux vous assurer, il va falloir bien le rentrer dans les têtes. Ce sont les critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance qui vont permettre notamment de rédiger des rapports CSRD. C'est devenu, la gestion de ces données, un levier stratégique pour répondre aux exigences de reporting, parfois réglementaires et parfois volontaires. Limiter les risques climatiques et réglementaires et renforcer cette résilience aussi à long terme. Sweep est connu par des acteurs comme Verdantix, IDC, MarketScape et le MEDEF. L'entreprise a fait le choix d'être certifiée B Corp. C'est extraordinaire dans ces métiers-là, c'est assez rare. Et elle est également membre active des principales coalitions internationales pour le développement durable. Alors Yannick, en termes d'angle par rapport à ce sujet, des data, de l'IA et des hommes, donne-nous ton regard sur ce qui déclenche chez tes clients la volonté de sortir, grosso modo, des tableaux Excel et des PowerPoint pour vraiment s'intéresser à la data, à l'IA et produire ces fameux rapports attendus. Je pense que le mot que vous avez utilisé en introduction autour de la maturité, c'est un point important que l'on observe chez les clients. Maturité vis-à-vis de la data, maturité vis-à-vis de l'impact du climat. Et ce qui déclenche généralement, ce que l'on voit nous dans les appels d'offres et dans les échanges qu'on a avec les clients, c'est comment on va être capable de survivre, nous, en tant qu'entreprise, dans un monde bas carbone, avec les limites planétaires qui sont connues. Comment on s'adapte au changement climatique, comment on se met en œuvre pour être résilient et survivre dans un monde bas carbone. Et donc, ce que l'on voit, c'est que quand ils se posent cette question, naturellement, on part d'une page blanche la plupart du temps. Tout ce qui est extra-financier, c'est de la donnée que l'on a, mais on ne sait pas vraiment comment la traiter, on ne sait pas vraiment comment la structurer et comment prendre des décisions au-dessus. Et donc nous, ce qu'on fait avec nos clients, c'est les accompagner en les outillant avec Sweep pour leur permettre justement de structurer cette donnée à un niveau très granulaire, parce qu'on a besoin de comprendre dans le détail ce qui se passe, pour faire émerger les impacts, que ce soit carbone, que ce soit ESG de manière générale, et être capable de prendre des décisions. Et toute la subtilité réside dans la qualité, vous l'avez déjà dit, de la donnée, donc être capable d'extraire la bonne donnée pour la qualifier au bon endroit, et surtout sur la profondeur de la donnée, c'est-à-dire que ça ne suffit pas de se connecter à un système d'information et de dire c'est bon, j'ai mon système, ça va au-delà de ça, on est obligé d'aller chercher les données de la chaîne de valeur par exemple, quel est l'impact de ma supply chain, donc de mes fournisseurs, donc on est obligé d'engager avec ces fournisseurs, d'aller chercher les informations auprès des fournisseurs pour comprendre comment je vais décarboner. Je vais prendre un exemple concret que l'on aime bien. L'Oréal, par exemple, ils ont des milliers de produits, ils déploient des produits internationalement, ils les vendent partout. Ils ont besoin de comprendre au niveau des matériaux qu'ils achètent, au niveau de la fabrication du produit, au niveau de la distribution du produit, quels vont être ces impacts sur l'environnement, parce que demain, ça sera quelque chose qui sera observé dans ce milieu-là, dans le cosmétique. Comment on fait pour être aligné avec les limites planétaires et donc survivre dans un monde bas carbone. Et pour faire ça, eh bien, ils engagent leur chaîne de valeur, ils vont chercher la granularité de l'information pour le moindre gel douche, ils sont capables de comprendre quels sont les produits qui ont été utilisés, et tout ça, c'est de la donnée. Tout ça, c'est de la donnée en volume. On parle de millions, de centaines de millions de lignes qu'on doit déjà ingérer, qu'on doit transformer à l'échelle,
qu'on doit agréger pour ensuite prendre des décisions. Soit faire un rapport publier un rapport soit réglementaire, soit volontaire de voilà mon impact à L'Oréal, soit en interne, au-delà du rapport, prendre des décisions de ok, je vais passer de ce produit-là à ce produit-là parce que le fournisseur qui le fabrique a une approche plus bas carbone et du coup, au global, on améliore l'impact de la société. Selon leur taille, effectivement, des entreprises elles ont l'obligation de produire ces différents rapports. Mais au-delà de la production d'un rapport obligatoire, en quoi est-ce que cette production d'informations va nourrir tout au long de l'année l'entreprise? Est-ce que c'est juste une fois par an, on doit produire le rapport, vite, on va se mettre à de la data et à l'IA? Est-ce qu'il y a une utilité dans la vie de l'entreprise? Alors, il y a plusieurs aspects. Jusqu'à très récemment, jusqu'à des outils comme les nôtres, et on n'est pas les seuls, c'était très marqué annuellement. On doit faire notre rapport bilan carbone annuel. Mais ce n'est pas pilotable en fait. Si vous avez une image, une photo de votre bilan carbone à date, que faites-vous avec ça? Ça change tout le temps. Vous ouvrez une usine, vous fermez une usine, vous avez plus d'imports, moins d'imports, vous avez un problème d'approvisionnement qui est sur un produit. Tout change. Et donc avoir des outils de pilotage en temps réel ou semi-temps réel, je ne veux pas dire temps réel, semi-temps réel, sur de la donnée d'impact, ça permet d'agir en fait. Et la différence, elle est fondamentale, c'est qu'on passe d'un mode je montre ce que je fais, je montre où j'en suis, ce qui est une bonne étape, elle est nécessaire mais pas suffisante, à j'agis, et c'est là où ça change tout, c'est-à-dire qu'avec des outils de pilotage, au quotidien, les équipes opérationnelles de la chaîne d'approvisionnement ou des opérations pures de fabrication de produits sont capables de dire ok, ben là, j'ai un spot où je vais émettre plus de carbone, où ce n'est pas en ligne avec mon budget, j'agis, je prends une action réelle qui va avoir un impact in fine sur mon rapport d'émissions de CO2 ou plus généralement de ESG. Cette vie de tous les jours, on la retrouve également, je vais te repasser la parole, Alice, chez Predict, à tel point d'ailleurs que tu vas rester avec nous une partie de la journée, mais pas toute la journée, tellement les événements météo récents nécessitent en fait du travail supplémentaire pour Predict. Qu'est-ce qu'il y a eu comme transformation chez Predict dans cette course finalement à la technologie et à l'expertise? Quelles sont les ressources, les compétences qui ont bougé, qui ont changé, qui se sont améliorées chez Predict pour toujours mieux servir vos clients? Alors, il y a plusieurs échelles. Je l'évoquais, on a Predict, c'est une petite structure, on n'est pas plus de 40 aujourd'hui, travaillant pourtant à l'échelle internationale. Oui, non, c'est énorme dans cette activité. Mais donc du coup, on s'est structuré, on a une méthode qui est organisée sur un management par processus. Et en fait, je le disais, il y a 7 ans, j'y tiens, il faut créer un pôle data et système, parce qu'il y a besoin de structurer la façon de l'archiver, la façon de les traiter. Ça a été le premier élément. Au départ, on a travaillé, on l'a dit, tu l'as dit, création 2006, échelle très régionale. On travaillait avec 3-4 communes en région, qui sont devenues 10, qui sont devenues 100. Ça s'est étendu. On travaille à l'échelle nationale avec le partenariat avec les assureurs. Les assureurs nous ont dit petit à petit envoyer des SMS à nos assurés pour qu'ils anticipent les actions. Et puis en 2022, le secrétaire général des Nations Unies a dit dans le monde, il y a moins d'un pays sur 2 qui ont des systèmes d'alerte précoce comme ça. L'objectif, c'est dans 5 ans, tout citoyen de la planète soit couvert par de l'alerte précoce. Et on s'est croisé dans une COP avec les gens des Nations Unies. Ils ont dit, mais ce qu'on veut faire à l'échelle planétaire, c'est ce que vous avez inventé à Montpellier en 2006. Donc, est-ce que vous pouvez nous aider au Maroc, en Tunisie, en Côte d'Ivoire? Donc, on a eu une demande qui est passée de comment je traite en région Languedoc-Roussillon. Hein, et ça, c'est impossible de le faire sans de la data. Il y a la massification du travail, de plus en plus de données. Ouais. Est-ce qu'il y a, à travers des datas collectées, la fiabilité des datas collectées et puis l'IA, des services supplémentaires que vous pouvez apporter aujourd'hui que vous ne pouviez pas apporter il y a 5 ans, il y a 7 ans, il y a 10 ans? Oui, clairement. Typiquement, aujourd'hui, le travail que l'on fait à l'échelle nationale, c'est-à-dire, comme on l'a fait avant-hier, dire aux gens du Lavandou, 1h30 avant que ça arrive, mettez-vous en sécurité parce qu'il y a des orages qui sont en mer, qui sont en train d'arriver.
Aujourd'hui, avec des données satellites sur le globe, en temps réel, on met à disposition une estimation des pluies tous les 5 km sur l'ensemble du globe. Et ce travail qu'on a pu faire au Lavandou, on peut le faire en Tunisie, en Afrique du Sud ou en Argentine. Mais par contre, faire ça à l'échelle du globe, avec très peu de personnes, c'est pas possible. Et donc c'est là où les systèmes experts, on a inventé un produit qui s'appelle le MIA. On est dans le sud, donc alors le MIA, c'est pas, on le danse pas, mais c'est le Multi-Hazard Impact Assessment. Et ça, c'est un système expert qui tourne et qui, en temps réel, donne justement une estimation de risque partout dans la planète en temps réel. Pour faire ça, c'était impossible à imaginer il y a 5 ans. C'est impossible à imaginer grâce à toutes ces datas. C'était impossible au système. Et ce travail-là qui est fait par le système, ça n'a pas supprimé le travail des gens qui sont en vigie et qui expertisent. Par contre, comme ils n'ont pas à analyser ces données avec leur cerveau pour savoir ce qui va se passer, etc., le système leur dit attention, hop, là il y a un truc qui se passe là. Et en fait, on fait monter la valeur ajoutée de l'expertise des équipes et donc on améliore aussi la qualité. Donc on peut faire plus de choses sur des zones plus importantes et avec un niveau d'expertise qui est supérieur. Et ça, c'est grâce à la qualité de la data. Et tout ça se passe à 1 km d'ici, à Castelnau-le-Lez, une équipe de 20 personnes. On peut visiter ? Oui, bien sûr. Voilà, c'est absolument incroyable. Non, je ne l'ai jamais fait, mais sincèrement, je suis vraiment preneur de visite. Avec plaisir. Merci beaucoup, Alix. Chez France Travail, sur cette notion de transformation qu'on abordait avec Alix, ok, il y a la technologie, mais il y a les hommes et les femmes. Il y a 896 agences, je crois, de France Travail en France. C'est énorme. Ce sont des gens de terrain qui ont un métier historique. La transformation, on l'a compris, a été progressive. Il n'y a pas eu un grand jour. Aujourd'hui, en 2025, comment les collaborateurs, les managers intègrent des solutions de data et d'IA qui, il y a pour certains, 10 ans, 15 ans, quand ils bossaient à France Travail, n'existaient pas du tout. Comment perçoivent-ils ça ? Il y a plusieurs questions. La première, c'est comment on le met en place. Le changement principal qu'on a opéré dans la mise à disposition de produits ou de services, que ce soit pour nos usagers internes ou nos publics, ça a été de dire, mais on l'a tous, vous l'avez tous fait à un moment ou à un autre. À un moment, on dit ok, on a une bonne idée, on développe quelque chose, on le met à disposition de nos usagers, et en fait, c'est ce qu'ils attendent, ils vont trouver ça super. Force est de constater que c'est pas forcément complètement ça. Donc le prisme de départ qu'on a eu, c'est de dire on va plutôt aller demander directement sur le terrain quels sont vos irritants à vous, et on va travailler sur vos irritants à vous, et c'est vous qui allez avec les équipes fabriquer les produits, les tester, nous dire si ça vous va, si ça va dans le bon sens, si vous voulez des nouvelles fonctionnalités. Donc tout ça pour vous dire que la grosse transformation, et tu évoquais des silos dans les entreprises, la DSI, le métier, le réseau pour France Travail, tout le travail de transformation qu'on a eu, c'est de dire on veut embarquer tout le monde dans la même équipe. Ça s'appelle une équipe produit, une démarche produit. À l'intérieur de cette équipe produit, vous allez retrouver l'ensemble des composantes de l'entreprise qui sont nécessaires à la fabrication de ces produits. Ces produits sont petits, toujours. Au départ, c'est toujours des petits produits. On les fait pour, par et avec le terrain. Ça signifie quoi concrètement pour, par et avec le terrain ? Ça veut dire qu'on leur met le plus rapidement possible un produit qui n'est pas le produit cible, qui n'est pas le produit fini, mais juste pour, on leur met dans les mains, on est à côté d'eux. D'ailleurs, il y a Emeline Ciuti, qui est product manager, qui interviendra dans un atelier. Je vous encourage à aller voir. Parce que concrètement, ce n'est pas moi qui fais, hein, c'est plutôt Emeline et d'autres product managers chez France Travail qui font. Ils sont sur le terrain, et c'est le terrain qui vous dit si ça va dans le bon sens. Donc la transformation, elle est à ce niveau-là, elle est au niveau de l'entreprise. On désilote, c'est un vrai sujet de transfo pour le coup. Hein. Les acteurs DSI, les acteurs métiers, pour France Travail, le réseau, et ça n'existe plus. Vous faites partie d'une équipe, et ensemble, vous allez développer les produits. L'autre intérêt de cette démarche, c'est que quand on parle d'investissement, quand on a cette démarche-là, on arrête très très rapidement un produit qui ne répond pas ou qui n'a pas d'impact. Ce qui change un petit peu avec la manière dont on pouvait fabriquer les produits et les services avant, qui pouvaient attendre 3 ans avant d'arriver, et puis au final, au bout de 3 ans, soit ils n'étaient pas attendus, soit ils ne fonctionnaient pas. Donc là, on a aussi cette démarche qui nous permet d'arrêter très rapidement les sujets quand ils ne correspondent pas aux attentes du produit. Pour votre deuxième question, pour ta deuxième question, tout ça, c'est chouette, mais ça nécessite quand même de l'acculturation, de la sensibilisation. De l'accompagnement. De l'accompagnement
de l'ensemble des acteurs. Donc tu parlais de 55 000. Oui, il y a des acteurs internes, mais il faut aussi accompagner les usagers dans cette nouvelle manière d'appréhender ce type de produit. Comment est-ce qu'on utilise? Tu as utilisé le mot que j'affectionne pas forcément, mais il parle à tout le monde, qui est la notion de prompt. La notion de contexte, quand on interagit avec un système d'intelligence artificielle générative, il y a une manière de le faire. Et en fonction de la manière dont on s'adresse à lui ou à elle, la réponse peut être plus ou moins pertinente, la conversation peut être plus ou moins agréable. Donc tout ça, ça se travaille. Donc il faut aussi mener des campagnes de sensibilisation et d'accompagnement de l'ensemble des utilisatrices et des utilisateurs à l'utilisation de ce type de produit. Merci beaucoup d'ouvrir le capot de la manière dont ça se passe à France Travail. Ça casse radicalement les codes, où on pourrait dire une grande organisation, qui plus est une administration, entre guillemets, ça réfléchit à Paris, ça impose sur le terrain. Pas du tout, et l'agilité est présente également. De l'agilité, il y en a beaucoup également chez Ergo Santé. Parce que l'entreprise, elle existait déjà, elle a une bonne dizaine d'années, je crois 12 ans cette année à peu près. L'IA, la data et l'IA sont arrivées, mais alors dans votre équipe dédiée à du digital, comment ça se connecte avec ensuite la R&D des exosquelettes, la fabrication des exosquelettes? La petite bulle, la tienne, et celle du moteur de l'entreprise. Je pense qu'on a eu le luxe déjà d'avoir l'opportunité de lancer ce projet IA sans avoir besoin d'être rentable tout de suite. On a eu un peu En fait, ça a été un projet qui a été imaginé, comme j'ai dit tout à l'heure, je parle de l'application Apolea, qui a été imaginé pour faire du diagnostic ergonomique. Et ça nous a un peu surpris l'impact que ça a eu et comment l'application a marché. Ça s'est diffusé un peu tout seul. Et on s'est dit après, en fait, c'est peut-être quelque chose qu'on peut pousser plus loin, et là, d'en faire un vrai produit pour l'entreprise. Et donc, si je reviens à la question de comment ça s'est diffusé dans l'entreprise, donc moi, j'ai été embauché dans cette entreprise pour cette raison, pour essayer de développer cette application autour de l'IA. Et on essaye d'utiliser notre outil, donc le rendre disponible pour les professionnels de la santé, mais aussi l'utiliser en interne pour former nos conseillers qui vont, eux, proposer de l'installation de matériel ergonomique, utiliser notre outil pour les aider à faire un diagnostic sur le terrain. Et donc, en fait, on s'en sert et comme un produit pour nous faire connaître et générer des leads, et aussi comme un produit pour former nos équipes et utiliser en interne et faire de la mesure en interne. Quelle était la posture, la vision du dirigeant Samuel Corgne par rapport à cette thématique de la data et de l'IA? Je pense qu'il a toujours été intéressé par ces questions, mais il faut que ça réponde à un problème concret. Et c'est souvent d'ailleurs ce qui revient, je pense, dans tous les témoignages, c'est que en fait, l'IA a de l'impact si elle permet de résoudre un problème concret. Et le problème concret, il vient de la connaissance du métier. Si on connaît bien le métier, on peut résoudre le problème. Nous, à Ergo Santé, on est experts en ergonomie, et donc on a pu identifier un problème concret. Et là, on s'est dit, OK, il y a un problème, comment le résoudre? Et l'IA était une solution qu'on a envisagée, on a essayé, et ça a marché. Parfois, c'est pas la solution, c'est pas l'unique solution. On a compris tout à l'heure, parce que tu disais, le service rendu par l'IA à des utilisateurs, ceux qui vont télécharger l'appli l'IA, etc. Très bien. Quel service ça rend très concrètement à Ergo Santé, l'existence de l'IA? Alors, le premier service, c'est que ça nous permet de nous faire connaître. C'est en fait les utilisateurs de l'IA sont des personnes potentiellement intéressées par l'ergonomie, et nous, on est concepteurs et fabricants et vendeurs de solutions matérielles pour l'ergonomie. Tout à fait. Donc en fait, ça permet de générer concrètement, ça permet de générer des leads dans l'ergonomie. On va, quand quelqu'un utilise l'application, on va ensuite prendre contact avec elle, essayer de comprendre ses besoins, et pourquoi pas lui proposer ensuite des solutions, nos solutions. Voilà. Donc c'est une sorte de lead magnet, un peu, si on peut parler en marketing. Il y a une utilité très concrète d'un point de vue de l'activité de l'entreprise et de son business. Merci beaucoup. Je peux me permettre un petit moment? Bien sûr. C'est très rapide. Je sais, parce qu'on en avait parlé, il y a aussi, pour l'instant, vous ne l'avez pas modélisé, mais il y a une logique d'accumulation de données sur tout ce que vous apprenez, parce que plus vous avez d'utilisateurs de l'application, plus vous collectez de données sur les problématiques de posture. Et donc ça peut permettre aussi d'améliorer vos produits. C'était aussi ça, il y avait l'amélioration de produits. Oui, tout à fait, c'est quelque chose que je n'ai pas abordé, mais donc, juste pour donner quelques chiffres, l'application elle est utilisée en environ 100 à 150 analyses réalisées par jour avec notre application, principalement en France, mais partout dans le monde. Et donc en fait, ça nous permet d'avoir un bon regard et une bonne vision sur comment les gens abordent le problème de l'ergonomie. Et comme nous, on est concepteurs de solutions ergonomiques, effectivement, ça nous permet d'orienter les usages
Par exemple, on est concepteur d'exosquelettes. On veut se demander quelle est la partie du corps la plus importante à protéger grâce à un exosquelette. Grâce aux données qu'on récolte avec notre application, on est capable d'orienter ce choix-là. Une dernière question que je dois poser à Yannick, parce que dans les références que j'ai citées tout à l'heure de Sweep, il y a des grands comptes, des grands noms. Et on pourrait se dire, bon, c'est bien, c'est beau tout ça, mais franchement, quand je suis une PME, je ne suis pas trop concerné. Quel est ton point de vue là-dessus ? C'est une bonne question. Je pense qu'au final, toute la structure économique est impactée par ces sujets-là. Alors, je suis très réaliste sur le fait qu'à l'échelle d'une PME, on est une PME. Donc, on sait très bien qu'on ne va pas avoir les mêmes moyens et les capacités. On n'a pas une team IT complète ou RSE dédiée pour mettre en place de tels projets. En revanche, le sens de l'histoire, c'est qu'on doit opérer cette transition vers un monde bas carbone, quoi qu'il arrive, et que la pression sur les PME va augmenter petit à petit. Aujourd'hui, c'est encore les grands comptes. La CSRD, par exemple, a été améliorée, a été changée pour attaquer une tranche qui est beaucoup plus grand compte. En revanche, la plupart des PME ont aussi dans leurs clients des grands comptes, donc ils sont fournisseurs de ces grands comptes, et les fournisseurs vont avoir de la pression vis-à-vis de ces besoins-là. Et donc, si vous avez la donnée, que vous êtes capable de la fournir, ça sera quand même plus facile. Et de toute manière, à terme, ça va percoler jusque dans les PME, TPE, de la même manière que c'est aujourd'hui actif auprès des grands comptes. Et il va falloir, le plus tôt, en fait, mon message peut-être par rapport aux PME, c'est le plus tôt vous mettez en place quelque chose, hein, même si c'est tout petit, même si c'est une baseline très simple, le plus facile ça sera. Plus vous attendez, plus ça coûte cher en fait à mettre en œuvre un projet de données. Et plus ça demande de stakeholders, plus ça demande d'outillage, plus ça demande de retraiter la donnée et de la requalifier. Donc le plus tôt, le mieux. Après, réalistiquement, dans le contexte d'une PME, c'est pas forcément très simple. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être quelque chose qui s'inscrit dans le sens de l'histoire. Et moi, je suis persuadé que c'est quelque chose qu'il faut prendre maintenant en compte pour être efficace et donc performant dans un monde différent demain. Un énorme merci, parce que ce que tu viens de dire correspond à finalement l'idée même de Cultive ta Data, de se retrouver dans la gradation des degrés de maturité que tu présentais tout à l'heure avec Camille, et de se dire, OK, j'en suis là, j'y suis, et j'ai envie d'avancer. Pas de prétention, beaucoup d'humilité, mais au moins, on s'y met, on s'y colle. Merci à tous les quatre de vos témoignages. Yannick Chaz, Simon Vasside, Alix Romagnac et Stéphane Campion. Merci à vous. Beaucoup de choses ont été dites, partagées, en espérant que, ici et là, il y ait un petit truc qui ait aussi allumé la flamme de votre démarche aujourd'hui à Cultive ta Data, parce que dans quelques instants, vous allez sûrement affiner votre choix de programmation de l'ensemble des 16 ateliers qui vont être présentés. Mais avant cela, Cultive ta Data, c'est une place aussi dans l'écosystème. Il y a une volonté de ta part d'avoir non seulement des partenaires privés, de métiers, on va les voir dans un instant, mais aussi des partenaires réseaux qui soient concernés, impliqués dans Cultive ta Data. Leader Montpellier, l'UMM Occitanie, Digital 113 et RTS, le fidèle RTS qui nous accompagne chaque année. Qui est une radio, pour ceux qui ne la connaissent pas, dans le sud de la France. Oui, en fait, moi, ce qui était important et pourquoi on fédère des écosystèmes, parce que vous l'avez compris, la data, c'est un sujet transversal, y compris dans les secteurs d'activité. Et chacune de ces représentations anime un écosystème. Donc j'inviterai peut-être, alors je ne sais pas lesquels sont par là, mais j'ai leader qui pourrait venir expliquer rapidement l'objet de sa présence. Nicolas, on s'est vu tout à l'heure. Nicolas Bertrand. Allez, venez tous d'un coup sur scène, ce sera beaucoup plus simple. Pour Digital 113, tu vas peut-être en dire un petit mot en qualité de vice-président que tu es, mais Martin est également présent, Martin Vergès. Pour l'UMM, merci, Romain qui est là, et puis François-Xavier, je ne l'ai pas... Ah, François-Xavier, tu es là. FX, pour les intimes, Delacou, le patron de la radio RTS. Où sont passés les micros? Mon Dieu, que se passe-t-il? Merci. Merci beaucoup. Allez, commençons avec l'UMM. Bon, alors, l'UMM, on la connaît bien, inutile de la présenter, mais simplement le sujet, ces sujets de data IA, dans quelle mesure est-ce que ça préoccupe des adhérents de l'UMM, des industriels, des industries métallurgiques et minières, et de la plasturgie aussi? Les industriels, et alors plus particulièrement, je vais me faire le focus sur ceux de la métallurgie, parce que l'UMM accompagne justement les industriels de la métallurgie en Occitanie dans leur développement économique,
social et industriel. Et on se rend compte aujourd'hui que la data va être un levier sur ces 3 secteurs d'activité, d'où l'intérêt de notre présence aujourd'hui pour essayer de pousser le développement sur ces 3 axes. D'aller encore un peu plus loin que ce que vous faites d'habitude à travers des ateliers, peut-être des séminaires divers et variés. C'est exactement du séminaire, de l'accompagnement individuel, personnalisé, collectif. On se rend compte qu'aujourd'hui, on doit monter d'un cran, que ce soit et en termes de performance, en termes de sécurité aussi, de data, parce que là, ça va être un vrai levier de performance, si ce n'est de compétitivité. Et donc, ça fait partie des missions du syndicat, en tout cas, d'aller sur ces sujets-là. Merci beaucoup, Romain, de ta présence, parce que la présence de l'UMM, ça montre à quel point le sujet de la data d'IA, ce n'est pas un sujet de geek, en quelque sorte. Non, mais c'est un sujet, en fait, sur l'économie historique qui a besoin d'être implémenté. C'est exactement ça. Juste le message qu'on pousse pour faire le parallèle avec ça, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, les sujets de data IA doivent être tout sauf une affaire de geek à capuche. C'est dit, c'est clairement dit. Pas mal. Ça, à la radio, ça ferait bien, FX. Ah, tu serais content. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Tu serais content. Je vais t'inviter, au titre de leader Montpellier, de nous dire également le point de vue de ce réseau, bien connu dans le territoire et à l'échelle régionale, parce que c'est une fédération régionale avec des grappes, et celle de Montpellier a une certaine ossature, ça c'est clair et net, présidée par Christian Curel. Ces sujets de data IA, on en parle dans Leader. On en parle de quelle manière ? Oui, on en parle bien sûr. Leader Montpellier regroupe des entreprises de multisectorielles, donc c'est-à-dire de tout type de métier. Donc on est amené à échanger sur des thèmes aussi variés que les RH, le management, le business développement, etc. depuis maintenant plus de 10 ans. Et les data, l'IA font partie intégrante des sujets que l'on traite. Aujourd'hui, quand on est des entreprises qui ont une stratégie de développement, pouvoir s'appuyer sur des données fiables et pouvoir les analyser et pouvoir quelque part en faire quelque chose, c'est essentiel. C'est pour ça qu'on soutient ce très bel événement depuis maintenant 4 ans et qu'on est ravis d'être là depuis le début et qu'on est ravis d'être là aujourd'hui. Eh bien, nous sommes vraiment ravis que la marque de Leader soit associée à Cultive ta Data. Ça a vraiment profondément du sens dans ce territoire et dans l'écosystème. Autre réseau, là pour le coup, réseau métier, Digital 113, le réseau régional Occitanie des métiers du digital, du numérique. En fait, tout simplement, tu en es VP, tu en es la cheville ouvrière, c'est toi qui bosses. Oui, d'accord. Il me dit quoi faire et moi je bosse. On laisse quand même un mot au VP. Ensemble. On va quand même les faire parler, le vice-président de Digital 113. Ça apporte quoi à des membres de Digital 113 ? Il y en a quelques-uns présents dans la salle de participer à Cultive ta Data. Est-ce qu'eux-mêmes peuvent apporter quelque chose à Cultive ta Data et en apprendre quelque chose ? Eux, déjà, ils peuvent cultiver les problèmes des entreprises qui sont présentes. C'est-à-dire de mieux apprendre et de mieux comprendre, de faire de l'empathie quelque part, se mettre à la place de ceux qui ont des enjeux dans l'industrie, qui ont des enjeux dans le secteur du bâtiment, il y en a plusieurs, qui ont des problèmes au quotidien en fait, et qui disent tiens, comment la data l'IA peut m'aider, et puis surtout comment je vais m'y prendre. Ça, je pense que c'est un premier apprentissage pour nous qui faisons partie de ce réseau, c'est de se confronter, de se connecter au terrain, aux problématiques opérationnelles des différents métiers. Et moi, dans mon rôle de vice-président, c'est de faire en sorte de faciliter ces échanges. Donc j'espère qu'on on avance bien, mais je pense qu'on fait pas mal de boulot avec l'aide de Martin, et puis il va pouvoir partager la suite. Alors, ce boulot, qu'est-ce qu'il en est ? En gros, nous, on fédère les acteurs du numérique sur le territoire de l'Occitanie. Donc, c'est vraiment les faiseurs. Donc, c'est tout ce qui est les éditeurs de logiciels, les entreprises de services, mais aussi les DSI. Parce que quand on est un DSI, on est un faiseur du numérique pour un organe sectoriel, vraiment qui n'est pas cœur de métier numérique, mais on fait autant de numérique qu'un prestataire classique. Le but, c'est d'apporter une veille, d'apporter du débat, de faire élever le niveau local, on va dire, sur le numérique. Ce type d'événement, ça fait partie de la même démarche. Et on est content de pouvoir s'y inscrire aussi en tant que partenaire, de pouvoir voir plein de gens connus qui sont chez nous, mais pas que. Donc c'est ça qui est important aussi, de continuer à faire rayonner ce secteur d'activité. Je pense que c'est l'un des secteurs d'activité les plus importants, l'un de ceux qui se développent le plus, qui crée énormément d'emplois, surtout sur la région. Et donc voilà, on est plutôt content de continuer à s'associer à Cultive ta Data, comme on le fait depuis le début. Merci d'être là dans ce point d'orgue finalement des sujets de data et d'IA. Last but not least, parce que RTS est aussi parmi les partenaires historiques de Cultive Data. François-Xavier, quel rôle vas-tu apporter aujourd'hui dans cette journée de Cultive ta Data vis-à-vis des participants ?
Alors écoute, je viens avec deux casquettes, la radio, hein, parce que c'est mon métier premier, et on suit Cultive ta data depuis 3 ans. Donc, de l'éditorial, du journalisme, ça c'est important, parce que ce sont des sujets d'actualité, des sujets économiques qui intéressent nos auditeurs, hein, ça c'est une première chose, et créer des sujets avec vous aussi. Je vais venir vous voir tout au long de la journée pour capter et vous interviewer sur votre ressenti, sur vos sociétés, sur ce que vous faites et les questionnements que vous avez aujourd'hui et les réponses que vous aurez trouvées. Parce que vous venez aussi chercher des réponses, on l'a bien compris, et les sujets d'IA et de data, ça concerne tout le monde. Ma seconde casquette, c'est RTS Communication, c'est une agence de publicité, c'est une agence stratégique de marketing, et de la data, il y en a partout. Et vous en avez dans votre poche en permanence qui gardent vos historiques de tout. Donc là, par exemple, toutes les personnes qui sont ici, alors je ne vous connais pas individuellement, mais vous êtes identifiés et demain, je pourrais vous cibler publicitairement pour vous vendre des serveurs ou vendre ce que vous voulez, parce que je sais que vous avez passé plus de 4 heures ou plus une journée complète à Cultive ta data. Voilà. La data, il y en a partout. Aujourd'hui, on l'utilise dans le marketing, dans la publicité, dans les sociétés. Je fais aussi partie du Digital 113 parce qu'on est une société avec un ADN numérique et on développe des outils numériques pour notre secteur d'activité et plein de solutions innovantes autour de l'IA. Donc tous ces sujets m'intéressent. Donc retenez bien mon visage pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et tu seras situé je vais circuler. Non, je vais circuler. Tu tournes, très bien. Circuler partout. Voilà. Très très bien. Merci encore une fois d'être. Merci à tous les 4. Merci de ces quelques mots parce qu'effectivement ces sujets comptent dans l'univers des médias, on le sait à quel point. Et puis vous avez sûrement des histoires, des petites choses à raconter pour nous. C'est hyper important de capitaliser ces différents cas, ces différentes perceptions que vous avez au cours de la journée. Et puis ma foi, si vous avez rêvé de passer à la radio, c'est aujourd'hui avec RTS. Belle occasion. Merci à tous les 4. Alors, ce programme, que nous apporte-t-il? Là, on va rentrer dans, je ne vais pas dire dans le dur, en fait. On est bien tout simplement. Mais il y a tout un programme qui a été préparé. Comment va-t-il se passer? Il y a, à partir de 11h20, après la pause, vous allez avoir une pause, 4 sessions qui vont être organisées, des ateliers, des sessions de 40 minutes chacune. Il y en aura 4 auxquelles vous pourrez participer, ce matin et cet après-midi. Chacune dure 40 minutes. Et il y a 4 sessions simultanées. 4 x 4, 16. 16 interventions, un programme préparé avec des niveaux de maturité, donc d'accessibilité variés. Dans un instant, les partenaires qui animent ces 16 ateliers vont présenter leurs ateliers. Ils ne vont pas présenter leur activité commerciale, ils vont présenter leurs ateliers. À vous d'être hyper attentifs pour vous dire, au-delà de la lecture du programme que vous avez pu faire auparavant, ah ben tiens, par rapport à tout ce que j'ai entendu là depuis 9h22 ce matin. Oui, normalement c'est 9h15, je tiens. D'accord. Hein. Non, 19 il était. 19, 4 minutes. Par rapport à l'idée que je me faisais ce matin des sujets, par rapport à ce que j'ai écrit là tout à l'heure sur le Slido de ma satisfaction, ça a peut-être déjà bougé un petit peu. Et ça va peut-être encore bouger avec la présentation de ces ateliers. Et là, vous pourrez faire le choix de votre programmation. Attention, par contre, par rapport à 3 sessions sur 4, elles se tiennent dans des salles qui sont limitées à 50 personnes. On n'a pas fait de préinscription volontairement, mais il y a 50 places possibles par atelier dans les 3 salles qui sont à droite du patio. Le 4e atelier se tiendra ici. Là, c'est open davantage. Quelques points de repère d'un point de vue chronologique pour qu'on les ait tous en tête. Les conférences vont commencer... Ah non, c'est à 11h. Oui, ça va aller. Ce sera peut-être 11h10. On va essayer d'aller très vite avec la présentation des partenaires. Il y aura un repas en terrasse, non seulement parce que c'est nécessaire, c'était demandé tout à l'heure, vous vous en souvenez, mais aussi parce que c'est hyper important. C'est un moment de relations, de networking, de rencontres, de retrouvailles, de découvertes. À 14h15, il y aura sur la terrasse des animations de chacun des partenaires, parce qu'ils ont préparé des animations particulières, et on poursuivra le networking. Les conférences reprendront à 15h15, 2 séquences encore. À 17h, ce n'est pas une conclusion, ce n'est pas une clôture. Ça sera votre bilan à vous de cette journée. On a vraiment envie que vous repartiez en vous disant « j'ai bien fait de venir parce que ». On en parlera tout à l'heure. Et puis un super show qui a été préparé par Julien Labigne. On en dira plus tout à l'heure? On en dit plus maintenant? On va le laisser parler en fait, ce sera plus simple. Il est mentaliste, il s'intéresse à l'IA. Les ordinateurs sont rapides et stupides, les humains sont lents et brillants. Ensemble,
ils sont puissants au-delà de toute imagination. Cette phrase d'Albert Einstein, elle résume parfaitement la conférence spectacle que je vais avoir le plaisir de vous présenter à l'occasion de Cultive ta data. D'intelligence, c'est précisément de cela dont il va être question. On va parler d'intelligence artificielle, évidemment, puisque c'est un peu le sujet du moment, mais on va surtout parler de ce qui nous différencie de la machine, de ce qui fait notre intelligence. L'intelligence de l'expertise, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence collective, l'intuition, la créativité, le tout à travers des expériences hallucinantes de magie et de mentalisme pour mettre en scène le message de manière marquante et originale. Alors, je vous donne rendez-vous le 22 mai à 17h15 et vous allez voir, vous ne verrez plus jamais l'intelligence artificielle de la même façon. À bientôt. 1 heure de show tout à l'heure en fin de journée, ça sera une belle terminaison de cette journée de Cultive ta data. Allez, il est temps, alors le programme, oui, vous l'avez, vous le retrouverez, n'hésitez pas à vous plonger dedans. Un QR code par rapport aussi à l'appli que vous pouvez télécharger pour retrouver toujours le programme, pour également déposer vos impressions sur les différents ateliers que vous aurez fréquentés durant la journée. Une vraie équipe qui s'est mise en route pour vous embarquer dans cette journée de Cultive ta data. Je vais demander aux différents partenaires d'être particulièrement efficients dans la présentation de leurs ateliers, parce que c'est pour vous, pour que vous facilitiez vos choix. Nous allons commencer avec MyReport, que je demande de venir de suite sur scène. Et bien entendu, une seule d'entre vous parlera. Ce sera toi ? Allez, en route. MyReport est éditeur français de la solution d'analyse de données la plus complète et la plus simple à utiliser. Hop, au milieu de la scène, que va proposer MyReport parmi les 16 ateliers ? Merci, bonjour à tous. Donc, ça fait 4 ans qu'on est là pour cette 4e édition. Donc on est ravis parce que c'est un thème qui nous tient effectivement à cœur. Donc nous, on prône l'autonomie des métiers. Ça va être un peu notre fil rouge sur les 2 ateliers qu'on va vous proposer. Le premier avec Anthony, donc notre ingénieur avant-vente. Je ne me suis pas présentée, mais c'est pas grave. On va vous retrouver durant la journée. Okay. L'idée, c'est que vous voyez des visages, vous n'allez pas retenir tous les noms, ne vous inquiétez pas. On ne vous demande pas ça. Donc, des visages, des sujets, des choix d'ateliers. Voilà, vous parlez de self-service BI, donc les métiers peuvent être autonomes. Vous pouvez, vous, DAF, DSI, prendre la main sur vos datas. Donc on vous expliquera comment. Deuxième atelier, donc avec Juliette, qui vous parlera plutôt côté finances, comment construire des beaux tableaux financiers en toute autonomie. Et donc on a pris un peu de bout d'Aveyron, je ne le vois pas. Un de nos utilisateurs viendra vous parler concrètement comment ça se passe au niveau de la finance pour produire ces tableaux de bord. Les cas d'usage, c'est ce qu'il y a de plus fort, de meilleur. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci pour ces sujets présentés succinctement. À vous de prendre des notes, de vous dire, OK, tiens, je vais aller ici ou là. OVA. OVA, c'est l'hébergeur de données et fournisseur d'accès au débit qui a fait des choix écologiquement et humainement engagés. Ronny, à toi le micro. Merci Vincent. Bonjour à toutes et à tous. Nous, c'est notre première édition en tant que partenaire et je suis très fier de participer à Cultive ta data. Je tiens à remercier, à féliciter Gaël, mais aussi Coralie, qui agit sur cet événement. Et je vais représenter OVA pour 2 ateliers. Un ce matin qui va parler de numérique responsable. C'est un peu mon dada pour ceux qui me connaissent depuis 10 ans. Et la data, c'est un sujet. Et le deuxième atelier, le premier, ça sera avec BEA, on va le faire en binôme. Et le deuxième atelier, c'est cet après-midi. Et là, je vais parler de souveraineté, parce que pour la data, c'est un sujet aussi. Et ce sera en partenariat avec Lazarsoft, qui parlera peut-être aussi. Merci, à tout à l'heure. Merci à toi. Très clair. Young Data. Young Data est partenaire de votre modernisation avec la suite Microsoft Power Platform, Power BI, Power Apps et Power Automate. Et ça va donner un coup de jeune dans votre métier. Tu prends le micro ? Ouais. C'est parti. Bonjour. Nous, Young Data, aujourd'hui, on vient pour 2 ateliers. Le premier, c'est un lab avec Data Sulting et Microsoft, où on va vous présenter un petit peu tout le panel de ce que Microsoft propose en termes d'outils sur la digitalisation, la data, l'IA, l'ETL, etc. Et ça sera ici. Et le deuxième atelier, ça sera un atelier que je présenterai avec Manon sur l'IA, les workflows, l'automatisation, qu'est-ce qui fait quoi. Et en gros, on va vous présenter 5 concepts applicatifs et on va vous poser des questions. Est-ce que c'est de l'IA? Est-ce que c'est de l'automatisation? Pour un peu vous challenger et voir ce que vous répondez. Voilà. Mise à contribution en plus. Bravo pour la mobilisation nombreuse. Merci beaucoup.
Quatrième partenaire, quatrième série d'ateliers, Manage Engine. Lazarsoft qui va venir présenter. Allez, hop, hop, hop. Allez, Pierre, un petit footing. Vous venez à deux? C'est une bonne chose de voir aussi. Ah, tu veux prendre une photo, c'est pour ça. Ah, vous venez à quatre. Ah, bah, très bien. Bonjour à tous, merci Vincent. Merci Gaël. Hop, c'est parti. Je ne savais pas que c'était un footing de bon matin. Lazarsoft, nous sommes distributeurs, intégrateurs 100% dédiés Manage Engine. Donc vous ne verrez pas notre nom de société parce qu'on représente cet éditeur. Ici, une partie de notre équipe. Je relève juste quelque chose. C'est tout à l'heure, je voyais le quiz. Je fais vite. Hein. J'ai vu si j'ai réussi ma journée, si j'ai compris comment sécuriser ma data, si j'ai appris des choses, vu des use cases, rencontré des gens sympas, trouvé des sujets brillants pour mon codir. J'ai vu si la nourriture est bonne, ça à coup sûr va être bon. Avoir des tips applicables. Nous, on va vous présenter des choses assez sympas. 2 sessions, identité et gouvernance des données. Donc, qui a accès à quoi, quand, pourquoi. On va vous montrer en live donc, des démos. Hein. Nous, on aime les démos, on n'aime pas trop les PowerPoint. Donc, des démos live avec style, méthode, sécurité, comment on va gérer ça. Ensuite, le deuxième atelier, souveraineté et données sensibles avec OEA, Ronnie que vous avez vu juste avant. On a tous des données. Si vous en avez marre du flou de vos données, savoir comment ça se passe, comment les sécuriser, comment éviter la fuite des données, comment la rendre conforme, eh ben on va vous montrer en live comment ça se passe avec notre éditeur. Donc, pour finir et résumer, des démos live avec nos Rocket Experts. Hein, on est Rocket Experts. De la tech qui claque, on va dire, hein, et on ne se prend pas la tête. De la bonne humeur dans nos sessions. Voilà, donc salle les rondes pour les 2 sessions. Merci. La bonne humeur est annoncée, le côté pragmatique l'est tout autant. Merci à toi Pierre, merci à ton équipe. 5e partenaire, Elisphère. Elisphère, en fait, pose la question, et si vos données devenaient votre moteur de décision? Elisphère va proposer des solutions en data marketing, risk management et compliance. Tout ça pour des relations inter-entreprises qui soient fiables, responsables et durables. Et c'est toi qui vas nous annoncer les apports d'Elisphère aujourd'hui dans Cultive ta Data. Donc, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter non pas Elisphère en tant qu'acteur de la data, mais plutôt comment on va pouvoir faire ensemble en sorte de vous apporter de la valeur justement sur vos datas. Donc, c'est ce qu'on va présenter à travers 2 ateliers qui se veulent, on l'espère en tout cas, très concrets. Le premier atelier qui sera animé par Damien, plus exactement, et qui porte vraiment sur l'IA générative. Donc, comment, au quotidien, mettre en œuvre tous ces process de data, d'agents IA dans les process organisationnels, marketing et commerciaux. Voilà. Et le deuxième atelier sera donc animé conjointement donc, par Maxime, voilà, par Pierre de chez Datasulting, et également notre client, qui est FIC, qui est un petit peu plus bas, qui est spécialiste du négoce en matériaux du second œuvre et qui nous donnera ses orientations, comment il a donné un peu plus d'efficacité à ses commerciaux avec le pilotage justement de la data. Voilà. Et ensuite, on aura le plaisir avec Dominique de vous recevoir sur notre stand un petit peu plus bas pour échanger ensemble tout au long de cette journée. Et les animations juste après le déjeuner. Exactement. Merci à vous. Bonne journée. Merci Julie. BEA. BEA Solutions, 6e partenaire, ils sont 9 au total. BEA Solutions, c'est une entreprise de services numériques, une ESN, spécialisée en cybersécurité, infogérance, cloud computing, des équipements IT et de l'intelligence artificielle. Un panel assez large. Merci de venir, là aussi nombreux à Cultive ta Data et sur scène. Merci. Tu prends le micro? Oui. Allez, c'est parti. Oui, bonjour à tous. Donc, BEA Solutions, nous sommes une ESN de 38 années d'existence, basée en Occitanie, et nous accompagnons donc toute une clientèle d'acteurs locaux, qu'ils soient publics ou privés, sur l'ensemble de leurs besoins IT. C'est notre première participation à Cultive ta Data, donc merci beaucoup Gaël, merci à Coralie aussi pour toute cette organisation qui est parfaite. Et notre contribution aujourd'hui, ça va être autour de 2 ateliers. Le premier avec nos amis d'OVA, ça a été dit avec Ronnie, autour de cette notion de comment innover sans gaspiller, un peu la frugalité autour de l'IA, limiter notre impact environnemental et également économique pour faire en sorte d'utiliser l'IA du mieux possible. Et le deuxième atelier, ce sera autour de la confidentialité de la donnée, parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir avoir de bonnes réponses données par l'IA, il faut alimenter énormément en données. Et cette donnée, elle est précieuse et il ne faut pas qu'elle s'évapore. Donc, comment arriver à faire en sorte d'utiliser l'IA tout en ayant une protection, donc
entre opportunités et risques. Ça sera le sujet de cette deuxième conférence. Et les deux conférences se tiendront donc salle Liron des salles Bergerie dans la journée. Voilà. Et nos équipes sont sur les stands à côté pour répondre à toutes vos questions et éventuellement prendre des rendez-vous pour la suite. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup pour cette présentation. 7e partenaire, c'est KPC. KPC, cabinet de conseil d'expertise spécialisé en data et en digital. Il est reconnu pour son positionnement de pure player dans les domaines de la data et des process en unifiant la maîtrise des données, des processus métiers et de l'IA. Différents angles dans un tout. Que proposes-tu aujourd'hui dans les ateliers de Cultive Ta Data? Enchanté de venir pour la 2e année sur Cultive Ta Data, un événement qu'on apprécie beaucoup. Alors nous, aujourd'hui, on va vous présenter deux ateliers. Le premier aura lieu à 11h et il a déjà été présenté par Stéphane Campion sur le témoignage de France Travail, des cas d'usage qu'on a pu implémenter. Et il y aura également Emeline qui sera là avec Raphaël pour nous présenter ce qui a été fait. 2 cas d'usage extrêmement concrets, un en IA et un en IA générative, qui va vous permettre de voir comment est-ce qu'on fait un projet et comment est-ce qu'on le met à l'échelle, comme ça a été présenté. Un produit d'abord petit, qu'ensuite on arrive à déployer à l'intégralité des personnes et des agents de France Travail. Le deuxième sujet sera cet après-midi en partenariat avec Data Consulting et Salomé et Mathieu chez nous pour pouvoir faire Quality Never Dies. À savoir, on a dit qu'il fallait un socle de données, que ce socle de données devait être mature et de bonne qualité, autrement c'était garbage in, garbage out. Donc comment est-ce qu'on doit travailler cette qualité de données? Comment est-ce qu'on fait pour qu'ensuite on puisse avoir les meilleurs résultats? Voilà, ce seront les 2 ateliers sur lesquels on contribue et on sera effectivement également sur un stand pour vous accueillir et pour parler de choses qui nous animent et qui vous animent, la data et l'IA. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup. Vous avez pu le constater, des partenaires jouent ensemble parfois sur le même atelier, c'est comme les 2 yeux. 2 points de vue, ça permet souvent de donner du relief aux choses. 8e partenaire, eScience Data Factory. eScience Data Factory vous accompagne afin de redonner à vos données la place centrale qui lui est due, tout simplement. Et l'entreprise va vous aider à les transformer pour accélérer vos projets data et IA. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis le dernier, je pense, avant le café, c'est ça? Et 8e, il y en a 9. Il y en a 9, pardon. Donc je suis l'avant-dernier, ça va. Je vais quand même essayer de raccourcir. Donc je suis Yann Lefranc, le dirigeant de l'entreprise. Je suis venu avec Margot, Yann et Arsène. Donc aujourd'hui, on aura 2 sessions qui parlent en fait de notre expertise. La première session sera ce matin sur les technologies de graphes qu'on utilise pour améliorer les performances des IA. Et la deuxième session cet après-midi sera sur les problématiques de gestion de données et de gouvernance de données. Notre expertise étant justement d'aider les entreprises et les organisations de tout genre, en commençant par la science, c'est de notre nom, à mieux organiser leurs données pour pouvoir ensuite mieux les exploiter. Donc les 2 sessions sont faites en partenariat avec Data Consulting, la première avec Luc Morette et la deuxième avec Jérôme Ujuni. Venez nombreux et sinon, venez nous voir à notre stand. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, 9 partenaires, on pourrait presque dire 8 plus 1 parce que Data Consulting a un rôle très particulier pour avoir imaginé de faire Cultive Ta Data il y a déjà 4 ans, Gaël. Cette histoire commence à bien s'inscrire. Mais Data Consulting reste aussi un acteur, au sens propre du terme, de Cultive Ta Data. L'entreprise, basée, vous l'avez compris, juste en face de chez Predict. De chez Predict, on voit les bureaux de Data Consulting. C'est un cabinet conseil spécialisé dans l'analyse, l'exploitation et la valorisation des données, et cela depuis plus de 10 ans. Que vas-tu proposer, que vont proposer les équipes de Data Consulting en atelier aujourd'hui? Alors moi, je m'arrête de parler, c'est Camille qui va prendre le relais aujourd'hui. Hop. Merci. Et rebonjour. Et... Reste avec nous. Tu restes avec nous aujourd'hui. C'est très bien. Très bien. Chez Data Consulting, on sème, on arrose, on vous aide à cultiver vos données. Et surtout, on fait en sorte que vos projets data et IA poussent correctement et que vous soyez en capacité d'en récolter tous les fruits. Aujourd'hui, donc, on a 3 associés qui sont engagés à fond dans l'aventure et on a aussi toute une équipe d'une vingtaine de jardiniers de la data et de l'IA qui aujourd'hui vous ont concocté tout un programme. On a déjà les partenaires précédents, les ont détaillés, mais pour résumer, on va vous parler autonomie des équipes dans leur gestion de la data. On va parler data pour les métiers du commercial. On va parler comment bien démarrer avec l'IA. On va parler gouvernance, embarquer les équipes, de l'humain, mais aussi qualité des données, encore et toujours. Voilà, je pense que j'en oublie certainement. Des sujets aussi d'IA plus avancés. Vous verrez, il y a 3 piments. Donc là, pour les, quand on est calé.
Et voilà, et donc on sera ravis, nos jardiniers seront ravis de vous accueillir sur notre stand pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci à toi Camille. Merci à toute l'équipe. QTitaData, c'est un événement qui a aussi des partenaires très opérationnels, très pratiques, très pragmatiques. Il y en a deux en particulier à saluer, c'est le moment de le faire. C'est 1-2-3 Events qui accompagne l'opération depuis ses débuts. Isabelle Saunier et son équipe qui vous ont accueillis tout à l'heure pour la remise de vos badges. Et Traiteur Grand qui va répondre à l'attente d'un déjeuner savoureux ce midi. C'est aussi, vous l'avez bien senti, des entreprises qui ont des expériences et qui viennent les partager parce qu'elles se disent « Ouais, ok, je vais donner du temps à QTitaData pour partager mon expérience ». Ça a été le cas avec la table ronde tout à l'heure. Des entreprises supplémentaires que vous allez découvrir, FIC a été cité par exemple il y a quelques instants, elles font partie d'ateliers qui vont se dérouler et vous verrez donc une approche de connaissance des enjeux et une approche également de pragmatisme et d'usage d'outils mis en œuvre dans des entreprises de notre territoire. Un grand merci à eux pour leur mobilisation. Il y a quelque chose de très important, ça va être le temps. Alors, ok, 4 minutes de retard au démarrage, je le concède. D'accord. Cool, on s'installait tranquillement, c'était bien. Il y aura des points de ralliement, les moments des ateliers. Les premiers vont commencer à 11h et on va maintenir l'heure de 11h. Le signe de ralliement, ce sera un jingle et vous allez l'écouter. Attendez. Ok ? Alors, ce n'est pas un jingle lounge pour s'installer dans les sofas du domaine de Verchamp. C'est un jingle pour dire il est temps de rejoindre l'atelier auquel j'ai prévu d'aller. Parce que les ateliers auront 40 minutes, vous aurez 10 minutes de jointure entre deux ateliers et l'atelier suivant commencera. Donc le premier, c'est à 11h. Et j'espère et je pense évidemment que les équipes de Traiteur Grand vont être particulièrement efficientes pour vous accueillir à une petite pause café, jus de fruits, etc. qui va vous sustenter. L'appli, celle dont on parlait tout à l'heure, elle est encore là parce qu'elle est vraiment utile pour le déroulement et l'expérience de chacun dans la journée, Gaël. Oui, et puis en plus, elle va permettre d'évaluer votre satisfaction après chaque atelier. Donc c'est important pour nous, c'est la première année qu'on le fait. Donc faites-nous des feedbacks, c'est important pour qu'on sache un peu comment améliorer ce qu'on fait chaque année et pour toujours mieux vous contenter. Un grand merci pour votre attention ce matin. On vous sentait attentifs. D'ici, je peux vous dire, on vous sentait nombreux mais attentifs. C'est l'heure de la pause. Ça va faire du bien. Reprise à 11h au jingle. Très bonne journée. Merci à tous et bon démarrage de journée.